Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis ravie de vous présenter Charlotte Hoffman en interview, tu es multifacette, Charlotte. Tu à la fois enseignes le yoga, mais beaucoup plus que ça, puisque tu fais aussi des retraites. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Donc déjà, je voudrais remercier Christelle, qui est une amie commune, qui nous a mis en lien. Et vraiment, enfin voilà, c'est vrai que souvent on peut craindre un peu aller dans des retraites, et je pense que je l'aurais pas fait sans ce lien du cœur, voilà. Et quelle joie d'avoir pu participer à tes retraites. Tu as un parcours vraiment très singulier. On va expliquer un petit peu tout ton travail. Après Sciences Po, tu es partie sur les routes en sac à dos, à l'inconnu, et te laisser te transformer, je crois. Si tu peux nous raconter en quelques mots ce parcours initiatique, parce que c'est un sacré lâcher-prise, une traversée du vide. Oui, bah oui, c'est vrai que oui. Ah, en plus, je m'entends en écho. Bon, alors, c'est la première que je fais ça. Hein. C'est la première fois que je fais ça. Je tiens quand même à le dire à tous ceux qui m'écoutent. Mais je vais essayer d'aller droit au but et d'être un peu plus clair. Donc oui, c'est vrai que après avoir eu un parcours plus traditionnel, hein, une éducation assez traditionnelle, Sciences Po, les diplômes, j'ai eu un espèce de craquage. Et je suis partie avec mon sac à dos, toute seule, à travers le monde, plus particulièrement l'Asie. Et en fait, à l'époque, voyager pour voyager, ça n'avait pas de sens pour moi. Parce que je me disais, je savais déjà à l'intérieur de moi que ce voyage, c'était certes à l'extérieur, mais que ça allait me conduire vers l'intérieur. Et donc, j'ai voulu créer tout un support, on va dire, associatif autour de ce voyage, un sens qui a été plutôt un sens humaniste, humanitaire. Donc, j'ai créé l'Épicurieuse, hein, parce que Clotilde va vous en parler, Ouais. c'est le nom de ma page Facebook. Ouais. L'Épicurieuse, qui est un peu le diminutif de épicurienne, curieuse, rieuse. Bon, bah oui, en fait, trois qualificatifs qui vont plutôt bien. Et l'idée de l'Épicurieuse, c'était quoi? C'était de partir à la rencontre des peuplades, à la rencontre des civilisations plutôt ancestrales, aller s'immerger auprès de ces cultures pour aller s'immerger à l'intérieur de soi, en fait, et pouvoir transmettre, pouvoir faire des actions de terrain concrètes dans ces différentes cultures, pour à la fois véhiculer des messages pour l'Occident, des messages clés quand même de sagesse, mais aussi pouvoir venir en aide à ces cultures ou aux différents pays dans lesquels je voyageais, comme au Népal par exemple, où j'ai voyagé tout juste un an après le séisme, et je suis arrivée et tout était effondré. Donc j'ai mené une action de terrain pour lever de l'argent, en fait, pour aider à la reconstruction de certains villages autour de Katmandou. Voilà, c'est dans cette idée-là que j'ai voyagé. Et en fait, c'est un voyage qui, à la base, devait être très court. Et il m'a emmené sur un voyage beaucoup plus long, qui, effectivement, m'a amené au cœur, au cœur du sujet, au cœur de moi-même, finalement. Voilà. Et c'est du coup aussi une transformation, une richesse que tu nous partages et que tu nous transmets. Donc, on s'est rencontrés l'été dernier. J'ai assisté à une de tes retraites qui s'appelait Métamorphose. Et puis, en février, enfin là, 3 semaines avant le confinement, à une retraite du Phénix, de renaître de ses cendres, qui était très initiatique et qui personnellement m'a vraiment énormément aidée là pour traverser le confinement, parce que c'est vraiment laisser une part de soi et aller vers ce vide et cet inconnu. Donc vraiment, c'était au parfait moment. Et très très initiatique dans les outils que tu nous as transmis. Donc, voilà, de cette qualité que tu as eue de pouvoir te laisser te transformer et de nous aider tous à nous transformer. Donc, on peut suivre tout ce que tu apportes en termes de retraite et d'enseignement, donc sur ton site Facebook l'Épicurieuse, et puis dans ton site aussi internet, qui je crois est juste en cours de fin de développement, c'est ça? Oui, de finalisation. On va dire que le confinement a un peu rallongé la période avant de le lancer. Mais il va être lancé tout bientôt. Ok. Donc, au niveau de l'enseignement que tu nous transmets et de ces retraites, donc il y a à la fois une transmission alors de yoga, d'hygiène vitale, parce que tu as reçu cet enseignement de yoga en Inde, hein, c'est ça? Oui. Je dirais que c'est cette approche peut-être de recherche de sens, de spiritualité, alors pas dans un sens dogmatique ou religieux, hein, mais spiritualité. Comment toi comment tu l'expliques, cette notion de spiritualité? Oui, alors en fait, c'est ce que tu dis, la spiritualité n'a rien à voir avec la religion dans ce que j'entends. Je dirais que la spiritualité, c'est
c'est cette petite lumière qu'on a tous à l'intérieur de soi, cette petite question qu'on se pose, même si on n'a jamais ouvert son esprit à ça, c'est qu'est-ce qu'on fait ici, en fait? Qu'est-ce qu'on fait ici, sur cette terre? Pourquoi on est ici? Quel est le but de l'existence? Quelle est notre mission de vie? Quel est l'objectif pour lequel on est là? Et pourquoi on est là et pourquoi on n'est pas ailleurs? C'est toutes ces questions-là, en fait. Ce sont des questions existentielles, quelque part. Et la spiritualité, c'est une quête vers justement le pourquoi de cette existence. Qu'est-ce qu'on fait ici-bas? Et la spiritualité, ça peut se résumer en un mot. Il y a des personnes qui sont très sensibles à la nature, des personnes pour qui ça va plutôt être une fascination pour l'univers, pour le cosmos, pour toutes ces étoiles qu'on peut regarder le soir allongées dans la pelouse. Pour d'autres personnes, ça va être l'amour, tout simplement. L'amour, c'est leur raison d'être. Donc ça peut être plusieurs concepts finalement. Il y a des gens qui diront, moi, ma spiritualité, c'est aimer l'autre, c'est être dans le don. Et d'autres qui me diront, pour moi, c'est la connexion avec la nature. C'est toutes ces petites choses, en fait, qui nous relient finalement à quelque chose qui est plus grand que nous-mêmes, je dirais. C'est se rappeler qu'il y a autre chose de plus grand, qu'on est plus grand que ce que l'on nous a fait croire que nous sommes. C'est ça, en fait, la dimension spirituelle. Et effectivement, ça n'a rien à voir avec le culte ou avec une volonté de croire en un dieu ou des choses comme ça, même si, bien évidemment, il y a des choses qui se croisent, parce que pour certaines personnes, la spiritualité, c'est Dieu, ou c'est Jésus, ou c'est Allah. Et peu importe, en fait. Dès qu'on sort du dogme, on rentre dans la spiritualité, tout simplement, je dirais. On se rend tous compte, je pense aussi dans ce besoin de changement qu'on est en fait dans cette recherche de sens. On en parle beaucoup dans la société aujourd'hui de cette perte du sens. Et moi-même et pas mal de personnes que j'ai eues au téléphone ces derniers jours dans ce confinement, on partage tous le fait qu'on est en attente de ce changement. On espère que au travers de cette crise du Covid, que ça nous fasse enfin réagir et qu'on espère, on attend tant que ça change enfin. Et j'ai cette grande interrogation de qu'est-ce qui fait qu'on attend autant ce changement, comme si il fallait ce déclic, ce clash qui nous fasse réagir, et qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas, en fait, tu vois, par nous-mêmes à faire ce changement qu'on espère, quoi, en fait, tous, au final. En fait, quand je pense à ça, c'est marrant, il y a une citation qui me vient direct, que tout le monde connaît, hein, c'est Gandhi, « Sois le changement que tu veux voir dans le monde ». Il n'avait pas tort, hein, finalement. C'est vraiment la première chose qui me vient. Alors, ce qu'il faut savoir à tous ceux qui nous écoutent, c'est que tout ce que je dis, je ne sais pas très bien pourquoi je le dis. Voilà, ça me vient comme ça. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est pas un enseignement, ce que je retransmets. C'est pas, j'ai reçu plein d'enseignements, oui, parce que j'ai beaucoup voyagé, parce que j'ai été dans plusieurs espaces. Mais finalement, c'est pas ces enseignements-là qui m'ont le plus appris. Ce qui m'a le plus appris, c'est l'expérience de la vie. Donc, c'est à nouveau, ça va rejoindre la notion du changement, parce que finalement, ce qui permet, à mon sens, de changer l'extérieur, c'est d'abord de se changer à l'intérieur. Et ça, pour ça, le changement à l'intérieur de soi, il vient que par les expériences que la vie nous présente. Et finalement, la vie nous enseigne tous les jours. Hein. On peut parler des synchronicités, de tous ces petits clins d'œil de la vie qui viennent à nous sans cesse et qu'on ne perçoit pas puisqu'on n'est jamais dans l'instant présent. On est toujours dans une quête du passé ou dans une quête du futur. Et c'est ce qu'on voit beaucoup aujourd'hui aussi. Parce que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On a la crise du coronavirus, on est confiné, et donc ça révèle plusieurs angoisses. C'est bon, quand est-ce qu'on va arrêter d'être confiné? Et puis quand ça va arrêter d'être confiné, j'espère que ça aura changé. Et puis en fait, ce confinement va nous permettre dans le futur et finalement, quand on fait ça, on est à nouveau dans le futur. On n'est pas dans l'instant présent. Et ce que j'ai pu constater, enfin ce que j'ai pu vivre moi personnellement, c'est que c'est un changement de l'intérieur qui venait depuis cet espace du présent. Et qu'en fait, les circonstances extérieures m'amenaient sans cesse à aller regarder à l'intérieur. Donc en fait, c'est pas tant se dire « Ah, j'espère que le monde va changer, j'espère que ceci, j'espère que cela ». Oui, tout le monde l'espère, ça, évidemment. Mais si on commençait par changer soi, en fait, si on commençait par prendre cette expérience comme une invitation à aller regarder à l'intérieur de nous, à aller regarder ce qu'il y a dans cet espace, parce que le fait de s'immobiliser, le fait d'être confiné, c'est une excellente nouvelle, parce qu'en fait, en étant confiné, en étant immobilisé, on arrête de bouger. Et en fait, dans toutes les traditions ésotériques, dans toutes les traditions culturelles, religieuses et entre autres du monde entier, on va tout le temps retrouver la notion d'immobilisme, en fait. C'est dans cette immobilité, les bouddhistes vous parleront de méditation, les catholiques vous parleront de la prière, chacun a son mot pour parler d'immobilité.
Et en fait, c'est dans cette immobilité que le corps, enfin, se réaligne, qu'on regoute quelque part à cette substance de qu'est-ce qui se passe là, ici, maintenant, à l'intérieur de moi. Et quand on s'immobilise, il y a quelque chose qui s'aligne. Vous savez, pour changer, il faut d'abord pouvoir laisser passer une information à l'intérieur de son corps. On peut parler de lumière, on peut parler d'énergie, on peut parler de chakra, on peut parler de tout ce qu'on veut, mais tout ça, c'est des gros mots qui veulent rien dire. Ce qui importe, c'est quoi? C'est de se sentir bien avec soi, se changer soi-même. Et finalement, comment se changer soi-même? Eh bien, s'immobiliser. C'est ce que nous permet le confinement. S'immobiliser, accepter d'arrêter de bouger. Et quand on accepte d'arrêter de bouger, il y a quelque chose qui s'opère. C'est-à-dire que tout ce qui bougeait à l'intérieur de nous va enfin pouvoir ressortir. Parce que tant qu'on bouge à l'extérieur, on ne se rend pas compte de ce qui bouge à l'intérieur. Mais une fois qu'on arrête de bouger, on se rend compte de ce qui bouge à l'intérieur. Et donc là, qu'est-ce qu'on peut observer? Eh ben oui, une volonté de continuer à faire des choses, d'être sur Zoom, de faire un... Et donc en fait, finalement, ce confinement, c'est quoi? C'est permettre à tout ce qui bouge de sortir, tout simplement. Et le changement, c'est quoi? C'est retirer, c'est éplucher l'oignon, c'est retirer les couches. Parce que finalement, on est tous divins, on a tous une essence qui est bien plus grande que celle qu'on imagine. On est tous la semence du changement, tous tels que nous sommes. Mais cette semence, on l'aperçoit pas à l'intérieur de nous, et c'est pour ça qu'on la cherche sans cesse vers l'extérieur. Et pourquoi on l'aperçoit pas? Parce qu'on est comme l'oignon, vous savez. Il faut d'abord retirer toutes ces couches, une par une, comme le pèlerin qui va peler ces différentes couches sur la route, sur son chemin. Ben, c'est la même idée. Et qu'est-ce que nous permet le Covid? C'est de commencer, pour certaines personnes, ou pour d'autres continuer, poursuivre ce chemin où on va retirer. Et ensuite, quand on retire toutes ces couches, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on est le changement, on incarne le changement. Et incarner le changement en tant qu'être, ça permet de l'incarner aussi vers l'extérieur. Mais avant qu'il soit extérieur, il faut d'abord qu'il soit à l'intérieur. Voilà. Donc oui, il peut y avoir encore des cataclysmes, oui, il va sûrement y avoir encore d'autres alertes, enfin, on n'en sait rien après tout. Mais tant que les êtres humains, il n'y aura pas une quantité suffisante d'êtres humains qui auront été retirés toutes ces couches, tant que ce nombre-là ne sera pas atteint et qu'il n'y aura pas assez de piliers sur Terre pour imploser ce changement et pour le véhiculer, bah oui, l'univers continuera à nous envoyer des Covid, des pandémies, des catastrophes naturelles en tout genre. Et oui, pour nous faire réagir, en fait. Se laisser transformer par l'expérience. C'est ça. C'est ça. Et c'est ce que ça nous propose aujourd'hui. Et c'est incroyable parce que ça nous le propose à l'échelle planétaire. Et c'est depuis combien de temps ça n'a pas été le cas? Je trouve ça fascinant, moi, personnellement, de se dire, pour une fois, c'est pas le voisin, en fait, qui a un problème. C'est pas le petit mec au Bangladesh ou le petit mec au Népal. Non, c'est nous, en fait. Donc, ça nous ramène quelque part et ça nous ramène vraiment à un gros challenge. Ça nous rappelle qu'on n'est pas éternel. Mais en fait, si, on l'est. C'est bien ça, le truc. Ça nous rappelle cette peur de mourir, cette peur de se regarder à l'intérieur, et cette course qu'on est sans arrêt en train de faire après tout, parce qu'on pense ne pas être éternel. Donc on court sans arrêt après la vie par peur de la mort, finalement. Donc ça nous renvoie à ça. Dans cette attente du changement qu'on a, et donc on comprend que ce besoin d'aller à l'intérieur, de se laisser transformer, peut éventuellement se cacher derrière, je trouve, la facette de la peur de ne pas y arriver et de la déception de ne pas arriver en fait à changer. Est-ce que ici, c'est dans le lâcher de cette peur, c'est la notion peut-être de faire du mieux et juste oser faire ce premier pas et laisser faire tout seul, il n'y a pas d'attente? Je ne sais pas comment tu... Voilà. Ça me fait penser aux 4 accords Toltec. Fais le mieux, fais en sorte que chaque action soit le mieux possible quelque part. Bah oui, on fait le mieux qu'on peut. Et ce que je veux dire, c'est que, en fait, la vie est un enseignement. La vie est une expérience en elle-même, et toutes les expériences de la vie sont là pour venir nous chatouiller, nous permettre de retirer toutes ces couches, toutes ces ombres. On pourrait parler d'ombre ou de couches, pas ombre au sens négatif du terme, mais comme des ombres, des projections de ce que l'on pense être. Retirer toutes ces ombres, ça demande beaucoup de courage, en fait. C'est un peu, on pourrait parler du chemin du guerrier. Et dans ce chemin, dans cette longue course, ce marathon infini,
il peut y avoir des moments où on a des difficultés, il peut y avoir des moments où on rencontre des doutes, et en fait, ça fait partie du chemin. Oui. Parce que finalement, c'est aussi en doutant et en remettant tout en question qu'on avance. Donc, moi, je pense personnellement que les moments de doute, que les moments de grands questionnements, que les moments où vraiment on est au fond du trou, ben, quand on est au fond, on peut que rebondir, en fait. Oui. C'est vraiment ça. Et tant qu'on n'a pas touché le fond, on peut continuer à descendre. Et qu'est-ce que nous enseigne ce chemin intérieur? C'est qu'il faut descendre. Il ne faut pas chercher à monter. C'est ce que les gens pensent. Hein. La spiritualité, c'est aller avec les anges, c'est aller nager dans les nuages et c'est sympathique. Mais pas du tout. C'est pas ça du tout. La spiritualité, c'est commencer par descendre, aller chercher ses racines. C'est la métaphore de l'arbre, en fait. Hein. C'est aller chercher en profondeur, ancrer suffisamment ses racines dans la terre pour ensuite pouvoir déployer les branches de l'arbre. Si on déploie les branches avant d'avoir les racines, qu'on a des grosses branches avec plein de feuilles, de fruits au premier courant d'air, on tombe. Ben, c'est la même idée. Ouais. Donc finalement, aller rencontrer des difficultés, des parts d'ombre, ça fait partie. Au plus on va aller observer ça, au mieux on va pouvoir s'élever. Donc c'est toujours un travail en deux temps. Ouais. C'est pour ça que les retraites auxquelles tu as participé, notamment toi, Clotilde, c'est des. Si j'étais amenée à faire ça, parce que je l'ai pas choisi, hein, je tiens à le dire à tout le monde aussi, j'ai pas forcément choisi de faire tout ça. Moi, j'ai suivi une formation en Inde pour être prof de yoga il y a de ça 5 ans. Pendant ce long voyage que j'ai fait à travers différents pays. Et en fait, j'ai suivi cette formation pour moi, parce que j'avais aussi besoin d'outils, j'avais besoin de m'alimenter à l'époque. Et en fait, quand je suis rentrée en France, on m'a demandé d'enseigner le yoga. Des personnes sont venues à moi en me disant « Ah, quand est-ce que tu donnes des cours ?» Et de cours, c'est passé en atelier, d'atelier en demi-journée. Et un jour, quelqu'un m'a dit « Bon, quand est-ce que tu fais une retraite ?» Et j'ai regardé, j'ai dit « Une retraite ?» Et jamais de la vie, je fais une retraite. Et en fait, cette personne m'a dit, bah si t'en fais une, déjà, 1, je viens, et 2, je viens avec d'autres personnes. Donc, je l'ai pris au mot et je me suis lancée dans les retraites. Et qu'est-ce que je peux aujourd'hui voir par rapport à ça, ce qui a été clairement un message de la vie, moi, j'ai pas choisi de faire ça, c'est que ces moments où on va se rassembler tous ensemble, on va tous ensemble aller dans une même direction, on est un groupe, comme si on rentrait dans une même barque, et on rame tous dans la même direction. Ah bah, à 25, on rame plus vite que tout seul, hein. Donc, c'est vraiment ça, en fait. Il y a des moments aussi où, dans la vie, on peut rencontrer des personnes, et je souhaite à tout le monde, et ça fait partie aussi de l'expérience, on n'est pas tout seul. Et même quand on pense être tout seul, on n'est pas tout seul. On est toujours avec quelque chose ou avec quelqu'un. Et participer à des événements comme ça, que ce soit sous forme de retraite, de formation, ou peu importe, ce qui vient dans le champ de la personne, bah, ça permet de réaligner, de redonner un élan, parce qu'il y a des fois, on est épuisé, en fait. Et c'est OK. Malheureusement, c'est comme ça. Il faut l'accepter. Oui, accepter. C'est ces notions d'égrégore. On voit là, en ce moment, il y a pas mal de groupes de méditation à distance, enfin, en tout cas, des propositions de se rallier les uns les autres, même à distance. L'égrégore, c'est une énergie qui est... en fait, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que les personnes pour qui ça intéresse beaucoup ce sujet-là, ils pourront regarder un peu la physique quantique. Parce qu'on a aujourd'hui la physique quantique, Dieu merci, pour pouvoir un peu épauler tout ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Tout simplement une pensée, donc vous êtes dans votre vie quotidienne, vous allez avoir des pensées. À chaque fois que vous croyez à ce que vous pensez, vous créez quelque chose, une substance énergétique. Donc l'énergie, c'est compliqué puisque ça se voit pas, donc les gens me disent « Oui, mais l'énergie, c'est quoi ?» L'énergie, c'est ce qui permet de te bouger, hein. Si on n'avait pas d'énergie, on ne bougerait pas. Donc cette énergie, elle est là, elle est en toute chose, parce que tout est en mouvement. Donc ce qui nous permet de bouger. Donc, à chaque fois que vous avez une pensée et que vous commencez à croire à cette pensée, vous créez une forme d'énergie, vous envoyez une énergie. Cette énergie, elle peut être soit positive, soit négative, même si j'aime pas dire c'est positif, c'est négatif, parce que finalement, il n'y a pas de tout ça. Mais bon, peu importe. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Dans le Covid, par exemple, donc l'événement du Covid, il y a sur la planète Terre aujourd'hui, je ne sais pas combien de personnes qui ont peur. Donc, toutes ces personnes, elles rentrent dans la peur. Elles commencent à avoir des pensées de la peur. Ah ouais, mais j'ai peur de mourir. Ah oui, mais j'ai peur pour ma famille. Ah oui, mais j'ai peur pour moi-même. Ah oui, mais j'ai peur pour le lendemain. Ah oui, mais j'ai peur pour le futur. Ah oui, mais j'ai peur pour l'argent. Ah oui, mais j'ai peur... Bon, bref, il faut faire toute la liste. Qu'est-ce qui se passe quand on fait ça et qu'on commence en plus à y croire parce qu'on a vraiment peur? Eh bien, on envoie comme une énergie dans le ciel, ce qu'on pourrait appeler l'égrégore. L'égrégore, c'est un peu comme le cloud. Vous avez vos données sur des Mac, notamment Apple. Vos données, elles sont stockées. Alors, c'est trop bien, elles sont stockées, vous savez pas où, mais elles sont stockées, hein. Ouais, c'est la même idée. Les données, elles sont stockées, on ne sait pas où. Alors, pour le cloud, on n'a aucun doute que ça existe, mais quand on parle d'égrégore, on a un doute. C'est la même chose, en fait. C'est exactement pareil. Donc, toutes ces données que vous créez dans votre tête, elles sont stockées dans un espèce de grand nuage, en fait. Hein. Vous pouvez imaginer un nuage.
qui aujourd'hui est immense concernant le Covid et concernant la peur et la colère. Et ce nuage, à chaque fois que quelqu'un se relie à nouveau à la peur, il fait grossir le nuage. Et donc, qu'est-ce qui se passe du coup? C'est qu'on a un espèce de truc immense au-dessus de nos têtes. Et ça revient à la question du changement. On a envie de changer, on a envie que ça change. Et j'ai envie de vous dire, la meilleure façon aujourd'hui que ça change, ce qui permet vraiment à la situation d'évoluer et ce qui permet vraiment un changement à l'heure actuelle dans l'époque du Covid, ce sont les personnes qui sont en capacité de ne pas se connecter à cet égrégore et de rester positif. Déjà ça, c'est énorme en fait. C'est énorme. Et c'est ce qu'on nous demande. C'est vraiment ça. C'est soit tu bascules, et pour certains, vous l'aurez peut-être remarqué, c'est comme si en ce moment, la peur était beaucoup plus grande que d'habitude. C'est comme si, quand on se met à angoisser, d'habitude on angoisse pour un petit truc, là on angoisse pour le petit truc et on tombe dans une angoisse qui est immense. Toutes nos émotions sont décuplées. Ah oui, parce que dans l'égrégore, il y a beaucoup de choses. Donc c'est comme si qu'à chaque fois que vous basculiez sur une petite angoisse, quelque chose qui peut être ridicule à la base, vous tombez dans quelque chose d'immense. Et oui, c'est bien ça. Donc tout ce qu'on nous demande aujourd'hui, c'est vraiment de rester centré, rester dans l'instant présent, parce que dans l'instant présent, tout va bien. Ouais. Il n'y a pas... Dans cette, pour rester centré, et c'est ce que tu nous fais pratiquer aussi en retraite, c'est de revenir au corps par les techniques de yoga ou de respiration qui permettent en fait de rester dans l'expérience du corps. Alors en fait, il y a un livre qui est extraordinaire pour ça, que je conseille à tout le monde de lire. En plus, là, vous avez le temps. C'est Le pouvoir de l'instant présent de Eckhart Tolle. Donc c'est un livre qui enseigne effectivement le pouvoir de l'instant présent. C'est-à-dire, finalement, la vie, quand on se pose 2 secondes et qu'on se rend à l'évidence, finalement, la vie, c'est quoi? C'est dans le présent, non? Dans le passé, oui, c'est du passé, c'est révolu. Et dans le futur, c'est pas encore là. Donc où est-ce que la vie se déroule à chaque instant? C'est dans le présent. Et c'est bien pour ça qu'on appelle ça le présent. C'est un cadeau. Donc, le cadeau de la vie, la beauté de la vie, c'est ici. Et alors, qui dit présent, dit absence de temps. Donc déjà, à chaque fois que vous êtes dans le temps, donc à chaque fois que vous êtes dans le passé ou dans le futur, vous n'êtes pas dans le présent. Donc la première façon de se rendre compte qu'on n'est pas dans le présent, c'est déjà de s'observer. Attends, là, je suis en train de penser à quoi, là? Attends, là, je suis en train de penser à hier, ce qui s'est passé, et comment j'ai galéré, ou je suis en train de penser à un vieux souvenir de l'antan, ou je sais pas quoi, ou de ma généalogie, ou j'en sais trop rien, ou mes vies antérieures, ou je sais pas trop quoi. Alors, du coup, je suis pas là. Attends, mais là, je suis en train de penser à quoi? Je suis en train de penser au futur, à mon stress, parce que tu comprends, mon entreprise, etc., etc. Donc, je suis pas dans le présent. Donc, c'est à chaque fois revenir déjà par une observation de soi, ici et maintenant. Il y a également d'autres techniques qui peuvent permettre de faire ça. Effectivement, le souffle, donc la respiration, je dis souvent que c'est comme un pont entre le corps et l'esprit. Vous savez, quand on est dans une situation stressante, par exemple, une situation angoissante, qu'est-ce qui va se passer naturellement? Le souffle s'accélère. Oui, vous savez, on peut imaginer le tigre dans la forêt. Qu'est-ce qui se passe sans même qu'on ait le temps d'y réfléchir? C'est une réaction mécanique. Notre souffle s'accélère, nos pupilles se dilatent, et puis on a différentes réactions face à la peur. On peut être figé, on peut être envie de fuir ou des choses comme ça, peu importe. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui change au niveau de notre respiration. Et quand on s'observe dans une situation confortable, relaxante, avant d'aller se coucher par exemple, observez votre souffle. Le souffle est lent, calme et régulier. Donc, les yogis, il y a 4000 ans, ils l'avaient déjà vu, ça, ils l'avaient déjà compris, ils l'avaient déjà clairement intégré. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que nos narines sont reliées aux hémisphères du cerveau. On a 2 hémisphères, l'hémisphère droit, l'hémisphère gauche. C'est assez connu aujourd'hui, le système sympathique, le système parasympathique, l'hémisphère droit, plutôt tout ce qui est du domaine de l'intuitif, de l'ouverture, de la relaxation, l'ouverture spirituelle, la connexion, la créativité, toutes les personnes qui créent, qui sont dans l'art par exemple, et le cerveau gauche qui va être plutôt le cerveau raisonnant, mathématique, 1 + 1 = 2, surtout pas 3. Et puis on me demande un truc, je réponds, tac, 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 très mécanique. Et en fait, chacune de nos narines, donc par le souffle, sont reliées à un hémisphère. Donc la narine gauche, hémisphère droit, la narine droite, hémisphère gauche. Et donc qu'est-ce qui se passe? Quand on est dans des situations stressantes ou quand on est beaucoup dans le mental, donc quand on est dans le mental, on n'est pas dans le présent puisqu'on est dans le mental. Le présent, c'est dans le cœur. Donc, quand on est dans le mental, on est donc dans l'hémisphère gauche, et cet hémisphère, vous imaginez qu'il commence à grossir. Et donc, il n'y a plus du tout d'hémisphère droit, il est comme ça, là, il est minuscule. Et donc, qu'est-ce qui se passe? On passe notre vie, du coup, dans le mental, parce que c'est comme un mini-égrégore qu'on a à l'intérieur de soi, parce qu'il faut s'imaginer qu'on a les égrégores sur la Terre, ces grands nuages, et on a les égrégores en nous. C'est la même chose. Donc, à chaque fois qu'on va penser quelque chose, on crée un petit nuage de pensée, une forme pensée à l'intérieur de nous.
Et donc, qu'est-ce qui se passe? À force d'être dans le mental, on s'en rend même plus compte, en fait. C'est bien ça le problème. C'est pour ça que c'est difficile de rejoindre l'instant présent tant qu'on n'a pas conscience déjà qu'on n'est pas dans l'instant présent. Et vu qu'on est dans une société qui alimente sans cesse le mental et qui est faite pour être dans le mental, on se rend même plus compte qu'on est dans le mental, en fait. C'est devenu une habitude. Donc, comment casser cette habitude? La respiration nous aide énormément. Et il y a un exercice en yoga qu'on appelle Anuloma Viloma ou la respiration alternée. Alors, il y a 1 milliard de variations de cet exercice. Respirer de manière alternée, narine gauche, narine droite. Et pourquoi on fait ça? Parce que quand on vient respirer gauche-droite, on vient faire comme un système d'essuie-glace. Vous savez, donc dans l'hémisphère, ça fait gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Et on vient rééquilibrer la surcharge mentale vers plus d'ouverture, d'intuition, de connexion à la créativité, à la joie également. La joie, elle est dans l'hémisphère droit, elle n'est pas dans l'hémisphère gauche. Vous savez, quand vous êtes en train de faire de la comptabilité, ça génère pas de la joie à l'intérieur de vous. Donc, la joie, elle est à droite, elle n'est pas à gauche. Donc, comment rééquilibrer ces deux côtés? Respiration alternée. Donc, respiration alternée, le pouce, l'index, je le montre quand même parce que ça peut être vraiment utile. On pose au niveau de l'espace entre les deux sourcils. On est assis dans une posture confortable, idéalement la colonne vertébrale droite. Et on vient tranquillement, on commence toujours par une inspire par la narine gauche et on expire à droite. Puis on inspire à droite, on expire à gauche. On inspire à gauche, on expire à droite. On inspire à droite, on expire à gauche, ainsi de suite. Sur son propre rythme pour commencer. Et ensuite, vous allez voir comme votre respiration vient se caler naturellement sur son rythme. Comme l'expire va s'allonger, l'inspire va se réduire. Et comme vous allez vous tranquilliser. Faites ça 2-3 minutes, c'est extraordinaire. Et ça va vous permettre progressivement de sortir du mental parce que vous allez diminuer les charges du mental et venir les rééquilibrer. Et d'un seul coup, après cet exercice, on se dit « Ah merde !» Sans se sent fatigué, sans on se sent bizarre. Bah oui, on se sent bizarre parce qu'en fait, on n'est plus dans le mental, en fait. Et ça fait bizarre au début. Là où la vie se déroule, là où tout est en train de se dérouler, là où l'essence de toute chose est là où vous êtes. Vous n'êtes pas quand vous êtes dans le passé ou quand vous êtes dans le futur. Vous êtes quand vous êtes dans le présent. Donc, votre plein potentiel, quand on me demande, bah oui, on aimerait bien que ça change. Pour changer, il faut déjà être dans le présent. Parce que c'est que dans le présent que vous pourrez changer, même vous changez vous et changer tout ce que vous voulez autour de vous. Mais c'est uniquement dans le présent que le changement peut s'opérer. Donc, commencez par être dans le présent pour pouvoir effectivement changer quoi que ce soit. Le présent. Donc, la respiration, il y a plein d'autres outils, je peux pas tout présenter là parce que ça serait trop long. Mais déjà, rien que prendre conscience de son souffle, parce que vous remarquerez, en fait, toute la méditation, on fait tout un champ immense autour de la méditation, tout un truc compliqué avec 1 milliard de techniques, on sait même plus par quel bout s'y prendre. C'est vrai, c'est compliqué. Puis un coup, on va sur cette technique-là, on l'a fait un jour, et puis on se dit, oh merde, en fait, ça marche pas. Du coup, on va voir l'autre technique, et puis l'autre technique, on l'a fait 2 jours. Ah bah non, mais... Donc la méditation, c'est quoi? C'est juste observer le souffle. Concentrez-vous sur votre souffle. Juste observer la respiration. Là, attends, je suis en train de respirer vite ou je suis en train de respirer lentement? Votre respiration en dira long sur votre état intérieur. Si vous êtes en train de respirer de manière saccadée, juste dans l'espace du cou et que ça descend pas dans les poumons ni dans le ventre, c'est qu'il y a un problème, il y a un verrou là. Il y a quelque chose au niveau énergétique qui s'est verrouillé, ça circule plus. Il y a une contraction musculaire, anatomique, qui a une incidence bien évidemment sur les fluides et sur l'énergie. Passons. Et donc, juste se poser, fermer les yeux et observer tout simplement comment je respire. Et juste observer le silence entre chaque chose. C'est ça, la méditation. C'est à chaque fois qu'on respire, il y a un silence entre l'inspire et l'expire. Quand je parle, il y a bien un silence entre chaque syllabe. Et c'est poser son attention sur ce silence. Et ce silence, c'est l'instant présent. Cet espace de vacuité. Et la respiration, c'est quelque chose qui est accessible à tout le monde. Voilà. Il n'y a pas besoin de diplôme pour... non, c'est clair. Pas besoin de diplôme, c'est juste pratiquer, en fait. C'est tellement facile. C'est accessible. Tellement facile. En fait, c'est ça le problème. C'est que plus c'est facile, plus les gens n'y croient pas. Parce qu'en fait, c'est pas les gens qui n'y croient pas, c'est pas votre âme qui n'y croit pas, c'est votre mental. Le mental, il aime bien quand c'est compliqué. Alors là, ce que je dis, ça paraît vraiment tout couillon. Donc les gens se disent, ça peut pas être ça, ça se saurait. Ouais, si, en fait. On attend notre liberté ou notre libération au travers de quelque chose de très complexe, alors que, en fait, c'est pas très loin, quoi, en tout cas. C'est pas très loin. Ah non, c'est dans chaque action du quotidien, c'est à chaque instant, c'est dans le présent en fait. Et dès que vous goûterez à l'instant présent, à ça là, c'est la magie de la vie. C'est là où l'âme agit. Elle peut pas agir dans le passé ou dans le futur. Elle agit que dans le présent. Super, merci Charlotte de ce partage.
Merci. Non, mais merci à toi, Clotilde. Hein. C'est toujours magique ces moments-là parce que je le dis comme ça, juste, hein, c'est la petite anecdote, mais en fait, je n'ai jamais fait de vidéo, je n'ai jamais rien fait sur les réseaux parce qu'en fait, je me dis ah non, mais je suis pas capable ou ah non, 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 non. Puis là, en fait, Clotilde est la énième personne qui me propose et je me suis dit bon, allez, là, j'y vais. En plus, c'est Clotilde. Alors, je peux pas lui dire non. En plus, vu la situation, quand même. Donc, c'est pour ça qu'au début de la vidéo, j'étais un peu crispée. Hein, mais après, voilà, le naturel reprend le dessus. Je pense qu'on a hâte de te retrouver par vidéo sur ton site et tout le reste. Oui. C'est sûr. Oui. Bon, merci Charlotte. À bientôt. À bientôt.